Nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Les députés nigériens ont adopté hier lundi 17 juin la nouvelle loi sur le culte religieux, malgré les émeutes et l'opposition de certains chefs religieux à Niamey et à Maradi. La loi compte 21 articles sur l'exercice du culte religieux au Niger. Le résultat du vote, 125 voix pour et 32 contre. Les députés ont dans leur grande majorité souhaité un meilleur contrôle du culte par l'État. Cette loi a vocation à combler une absence totale de normes concernant l'exercice du culte dans un environnement sous-régional marqué par un développement de tendances religieuses fondamentalistes et extrémistes. C'est en tout cas ce qu'a eu à déclarer dans un communiqué après la présentation du texte en Conseil des ministres, évidemment l'une des figures de proue de ces lois-là. Ibrahim Yacouba, ancien ministre des Transports, ministre des Affaires étrangères du Niger jusqu'en 2018, est sur ce plateau avec nous. Je précise aussi qu'il est le président du MPN Kishinkasa. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Je le disais, vous avez été ministre des Transports, vous avez été ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2018 et du Niger. On a cette loi-là qui est tombée quand même hier, qui a été votée, on le disait tout à l'heure, 125 voix pour, 32 contre. Comment vous l'accueillez-vous? Bon, vous savez qu'il faut d'abord déplorer les manifestations violentes qu'il y a eu par rapport à cette loi, et notamment des actions contre une église à Maradi. Je pense que nous devions faire la part des choses. Nos actions doivent être portées à l'égard de ceux qui portent les lois et qui portent les textes par rapport auxquels nous pensons que nous voulons ou nous devrions être entendus. Il n'y a absolument aucun amalgame à faire. Il n'y a aucune action à diriger contre l'Église ou contre un autre culte. Celui qui porte ce texte-là, c'est le gouvernement. Donc, nos actions doivent s'adresser au gouvernement. Maintenant, par rapport au texte et par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue inclusif nécessaire par rapport à cette question. C'est une question importante. Au Niger, plus de 95%, souvent même certains chiffres parlent de 99%, sont de confession musulmane. Et depuis toute l'histoire récente du Niger, les populations ou les communautés ont vécu en parfaite symbiose et en parfaite cohérence sociale. Mais la gestion que le gouvernement fait de cette question, la gestion cavalière de cette question, fait que vous avez eu les manifestations que vous avez, parce qu'un certain nombre de gens n'étaient pas au courant, un certain nombre de structures représentatives de la communauté musulmane n'étaient ni impliquées, ni consultées. Donc c'est une marque de fabrique de notre gouvernement de vouloir décider de tout et au moment où lui il le voudra. Et c'est pour cela que nous avons des situations comme celle-là. Mais la réalité aujourd'hui au Niger intimait qu'il y ait quand même une réflexion et des mesures sur la question de l'encadrement du culte. C'est ce que vous pensez? Mais vous avez écouté un peu le raisonnement entre les mesures qui sont prises et les motivations qui sont avancées à une totale incohérence. Lorsqu'il s'agit de travailler sur l'extrémisme religieux, l'extrémisme violent, il y a toute une série de mesures qu'il faut prendre en concertation avec les gens. En fait, ils prennent des dispositions de ce qui leur paraît être le plus facile, c'est le contrôle arithmétique ou même physique de ce qui peut être fait comme édifice religieux. Mais la question de gérer les problèmes que nous devons adresser n'a pas été à côté. Je pense que la loi elle-même, elle est inopportune. Deuxièmement, la méthodologie par rapport à laquelle elle a été prise, c'est une méthodologie qui n'est pas acceptable dans une société démocratique. Même si les Nigériens n'étaient pas religieux dans cette proportion-là, la méthodologie minimale aurait voulu que les gens soient concertés et que le texte soit le produit d'un consensus fort et connu de tout le monde. On a parlé de la question du culte. On sait que ce qui préoccupe aujourd'hui les Nigériens, c'est aussi la question sécuritaire. Et on vous sait très critique, notamment sur les réponses qui sont données par l'exécutif et même implémentées par le président sur ces questions-là. Alors que vous avez été quand même du PNDS, on va dire du parti de la majorité. Vous l'avez quitté en 2015. Pourquoi être si critique aujourd'hui? Quelles sont les solutions qui pour vous sont les bonnes? Et puis quelles sont les insuffisances d'aujourd'hui? Bon, je pense que la situation n'a jamais été aussi critique. Beaucoup de Nigériens qui ne parlaient pas sur la question sécuritaire, beaucoup d'organisations qui ne prenaient pas position à un certain moment, le font aujourd'hui. Et nous le faisons par devoir, parce que la situation du Niger, c'est une situation de faillite sécuritaire. Nous avons un gouvernement qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des Nigériens en tout lieu du territoire. Or, ça, c'est une prescription de la Constitution. C'est un devoir de responsabilité de ceux qui nous dirigent. Si en même temps, ils annoncent qu'ils utilisent presque 20% de nos ressources à l'intention du renforcement de nos capacités, le résultat, il est là. C'est que nous avons perdu le contrôle d'une bonne partie du territoire où les terroristes peuvent venir le matin, le soir, attaquer les populations civiles, égorger certains chefs traditionnels et même faire des attaques frontales contre nos positions militaires.
Il y a un bilan qui n'est pas à la faveur du silence. Il y a un bilan qui n'est pas à la faveur de la complaisance à l'égard de ce que le gouvernement fait. Il y a de sa responsabilité de créer toutes les conditions pour que nous puissions mettre fin à cette situation. Nous connaissons les auteurs de ces actes. Nous savons où ils se trouvent. Nous connaissons les sources de financement de cette guerre-là. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si la guerre était un sujet banal, comme si les morts étaient d'une question par rapport auquel on peut être différent. Il y a une interpellation aujourd'hui dans notre pays. Si nous ne prenons pas garde, si nous prenons garde, la situation ne s'améliorera pas. Moi, je ne connais pas un pays où, face à l'inaction, une situation s'est résolue d'elle-même. La preuve, vous avez vu, il y a des parties du Niger où l'État ne peut pas être présent. Il y a des parties du Niger où les activités normales, sociales, économiques ne sont pas possibles. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de Nigériens qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Donc vous voyez, le bilan lui-même est assez dur à l'égard de ce gouvernement. Et nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Nous devons les appeler à plus de responsabilités. Et c'est une question primordiale. La sécurité est un défi primordial pour l'État, mais c'est aussi un droit minimal pour les citoyens. Quand on parle de sécurité, on va dire comme ça, c'est la préoccupation des populations et c'est transversal à la plupart de nos pays de la sous-région. Dans nos pays, très souvent, on dit qu'il y a le manque de moyens. Quand on parle du Niger, il y a beaucoup de moyens qui ont été injectés dans les questions de sécurité. Pourquoi est-ce que cela n'a pas aussi l'impact positif? Oui, je pense qu'il faut interroger la stratégie qui est mise en place. Moi, je l'ai dit sur plusieurs médias, il y a une stratégie qui est mauvaise aujourd'hui, c'est celle qui consiste à encaisser et à subir. Nous devons être dans une phase offensive, aller chercher les terroristes là où ils sont et les détruire, y compris à l'intérieur du territoire malien, à partir duquel ils nous attaquent et ils retournent. Si nous n'adressons pas cette question entre nous et les forces internationales qui sont présentes, nous ne gagnerons pas la guerre. Beaucoup de citoyens qui vous écoutent aujourd'hui s'interrogent. Pourquoi ces hommes qui sont souvent pionniers, qui n'ont pas de moyens, sont capables de jour comme de nuit de nous attaquer, de nous infliger des pertes aussi lourdes et puis de vivre aussi longtemps? Il y a deux réponses. C'est parce qu'il y a le trafic de drogue qui les finance, et deuxièmement parce que notre inaction collective leur permet de prospérer. Vous avez une mission des Nations Unies qui est certainement l'une des plus importantes de notre histoire, qui déploie plus de 12 000 hommes, qui coûte 1 milliard de dollars. Vous avez des milliers d'hommes des forces étrangères, mais vous avez une situation qui s'aggrave. Les Nations Unies ont dit que la situation s'est dégradée, et la représentante de l'Union européenne a dit que la situation s'est dégradée, et les populations de notre espace sentent et savent que la situation s'est dégradée. Donc il y a une faillite. Notre gouvernement est un gouvernement qui a connu un échec retentissant sur la question de la sécurité. Il doit s'assumer, il doit tirer les conséquences et faire en sorte que nous puissions l'assumer. Vous disiez tout à l'heure, aller même jusqu'au Mali, aller donc on va dire comme ça, s'adresser au même problème concernant donc le terrorisme. Mais aujourd'hui, il y a cette force-là dont on parle, G5 Sahel, qui devrait aussi converger et conjuguer les efforts en la matière. Quel regard vous avez sur cette force et les résultats qu'on pourrait avoir? Le G5 est une formidable idée simplement parce que c'est les États qui ont eux-mêmes exprimé la volonté de mettre en commun leurs forces et d'avoir une capacité de se battre et de vaincre le terrorisme. Ça s'arrête là. La suite, c'est la difficulté de financement. Le G5, c'est un projet qui consiste à dire que nous sommes capables de mobiliser les hommes, nous sommes capables de mettre en œuvre une volonté politique commune entre plusieurs États. Ce n'est pas arrivé dans beaucoup d'espaces, ce genre d'exemples et de volonté politique. Ce qui nous freine, c'est les ressources de financement. Donc nous avons mis en place un projet dont nous n'avons pas les capacités de financement. Les partenaires, ils font beaucoup de conférences, ils font beaucoup de réunions, ils font beaucoup d'annonces. Les modalités de déblocage de ressources, de financement de cette force ne conviennent pas à une force qui est censée faire la guerre. Donc vous avez une inadéquation entre une volonté qui est noble, qui est saine, et la possibilité de la mettre en œuvre. Et tant que nous n'aurons pas réglé la question de la durabilité des sources de financement du G5, le G5 ne prospérera pas. Il nous faut, au jour où nous décidons de mettre en œuvre une politique commune de lutte contre le terrorisme, disposer des ressources et de toutes les ressources pour le faire. Moi, je ne connais pas un exemple de guerre qui est mené à coup de conférences. Nous avons fait beaucoup de réunions, beaucoup de conférences. Nous avons enregistré des dizaines ou des centaines d'annonces. Mais concrètement, quand vous regardez sur le terrain, ni les ressources matérielles, ni les ressources financières ne sont parvenues ou ne sont parvenues à temps ou à un niveau important. Donc, à mon avis, j'ai peur que le G5 ne soit réduit à une opération de communication politique, et ce serait dommage parce que cette belle idée doit prospérer et doit être mise en œuvre. Merci bien Ibrahim Yacouba d'être passé sur ce plateau, et je rappelle que vous avez été ministre des Transports au Niger et jusqu'à 2018 ministre des Affaires étrangères. Vous êtes aussi président du MPN Kishin Kassa.